Ndez, 14. Un appartement de 38 mètres carrés dans le 11e arrondissement de Paris. Camille, 34 ans, est assise dans un canapé. La télévision est éteinte. Son téléphone est retourné face contre la table. Une odeur de lavande flotte depuis la cuisine. Dehors, 8 millions de personnes vivent leur vie. Mais ce soir, Camille n'a appelé personne. Et personne ne l'a appelée non plus. Et maintenant, écoutez bien ce que je vais vous dire. Camille n'est pas malheureuse. Camille n'est pas malade. Camille est exactement là où elle veut être. Exactement là où elle a choisi d'être. Maintenant, transposez cette même scène à Istanbul. Une femme seule chez elle un vendredi soir. Sa mère appelle immédiatement. « Ma fille, pourquoi tu es à la maison? Il y a un problème. » Une amie écrit. « Allô, tu fais une dépression ou quoi ?» La voisine sonne à la porte. « On n'entendait plus aucun bruit chez vous. » Je commençais à m'inquiéter. Vous voyez la différence. En Turquie, rester seul chez soi déclenche une alarme. En France, c'est simplement un choix. Et quand vous comprendrez véritablement cette différence, votre regard sur vous-même changera pour toujours. En France, il existe un concept puissant, la solitude volontaire. La première fois qu'on entend cette expression, elle semble complètement absurde. Comment la solitude peut-elle être volontaire? La solitude n'est-elle pas forcément quelque chose de négatif, de douloureux? Non. Ce qui est véritablement négatif, c'est d'être seul sans l'avoir choisi. Mais être seul consciemment, délibérément, pour écouter enfin sa propre voix intérieure. En France, on appelle cela la maturité. On appelle cela la sagesse. Et ce n'est pas qu'une simple philosophie. En 2024, l'INSERM, le Centre national de recherche en santé de la France, a mené une étude approfondie auprès de 700 personnes. Les résultats ont été absolument fascinants. Les personnes qui consacraient au moins 3 soirées par semaine à une solitude consciente et choisie présentaient un taux de cortisol. Cette fameuse hormone du stress qui empoisonne notre corps, inférieur de 31% par rapport aux autres. Leur score d'anxiété avait chuté de 27%. Et leur qualité de sommeil s'était considérablement améliorée. Autrement dit, la science le confirme clairement. La solitude planifiée et consciente vous guérit. Comme le résume parfaitement un neurologue parisien, le cerveau se répare lorsqu'il est seul. Il a besoin de silence pour se reconstruire. Mais en Turquie, la réalité est tout autre. La société considère la personne qui reste seule comme malade. On la qualifie d'antisociale. On dit qu'elle est renfermée sur elle-même. On murmure, elle a certainement un problème. C'est exactement pourquoi les gens sortent même les soirs où ils voudraient désespérément rester chez eux. Ils se traînent à des brunchs dont ils n'ont aucune envie. Ils prennent des selfies forcés avec des gens qu'ils n'apprécient même pas. Et quand ils rentrent enfin chez eux, ils enlèvent leurs chaussures, se regardent dans le miroir et se disent avec lassitude « Mais pourquoi j'y suis allé ce soir ?» Pourtant, ils ne peuvent le confier à personne. Parce que s'ils osaient le dire, on les étiquetterait immédiatement comme « problème ». Parce que la vraie solitude, écoute bien, ce n'est pas être seul chez soi entre 4 murs. La vraie solitude, la plus cruelle, c'est être incapable de montrer qui on est véritablement au milieu de 20 personnes. J'ai eu la chance de parler avec Gérard, un enseignant retraité de 67 ans qui vit à Paris. Après avoir perdu sa femme, il a adopté un rituel quotidien. Chaque jour, à 17 heures précises, il s'installe sur le balcon de son appartement. Il lit un livre. Parfois, il contemple simplement le ciel sans rien attendre. Ses voisins le connaissent bien. Personne ne dit « le pauvre homme » ou il se laisse aller. Gérard m'a confié quelque chose de profondément touchant. Pendant 30 ans, j'ai supporté le vacarme des 30 enfants dans une salle de classe chaque jour. Maintenant, j'écoute le silence. Et je vous assure que c'est le plus beau son que j'ai jamais entendu de toute ma vie. En France, Gérard est considéré comme parfaitement normal. Mais en Turquie, que lui dirait-on? Professeur, venez donc prendre un café avec nous, vous allez pourrir tout seul chez vous. C'est précisément cette phrase, cet état d'esprit profondément ancré, qui rend des millions de personnes silencieusement malheureuses. Maintenant, arrêtez-vous un instant.
Posez-vous sincèrement cette question. Au cours de la dernière semaine, combien de temps avez-vous passé véritablement seul avec vous-même? Sans rien faire, sans parler à personne, sans aucun écran? Si votre réponse est proche de zéro, alors vous vous fuyez vous-même. Et la personne que vous fuyez est paradoxalement celle dont vous avez le plus désespérément besoin. Ce que la France nous enseigne est d'une simplicité désarmante. Rester chez soi n'est pas un symptôme de maladie. Rester chez soi est parfois le choix le plus sain et le plus courageux que l'on puisse faire. S'écouter vraiment, apprendre à se connaître, faire la paix avec soi-même. Tout cela ne se produit que dans le silence. Pas dans le bruit permanent. Pas dans les stories Instagram. Pas dans les brunchs interminables à 15 personnes, où personne ne s'écoute. Camille vit toujours dans cet appartement de 38 mètres carrés. Elle passe toujours la plupart de ses vendredis soirs tranquillement chez elle. Mais la semaine dernière, elle m'a dit quelque chose qui m'a profondément marqué. Tout le monde me demande sans cesse si je ne me sens pas seul. Alors moi, je leur pose une seule question en retour. Es-tu vraiment heureux au milieu de la foule? On connaît tous les deux la réponse. Ce soir, éteignez votre téléphone pendant 1 heure et observez attentivement ce que vous ressentez. Envoyez cette vidéo à quelqu'un qui culpabilise de rester chez lui. La paix intérieure plutôt que la foule. Le silence plutôt que le bruit. La France l'a compris depuis longtemps. Maintenant, c'est à votre tour.